Donc dans cette vidéo, on va continuer l'analyse d'ISLM avec une présentation de la première courbe, la courbe IS. Alors cette courbe IS, elle nous indique, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, elle nous indique l'ensemble des équilibres sur le marché des biens et services. Donc I égale S, ça nous donne l'équilibre sur le marché des biens et services lorsqu'il n'y a pas d'état, il n'y a pas G, il n'y a pas T, et lorsque il n'y a pas d'ouverture sur le monde. Alors dans ISLM, cela dit, il existe un état. Donc l'équilibre sur le marché des biens et services entre l'offre et la demande, c'est donc l'équilibre entre la production, le produit national Y, et la demande. Donc ça, c'est la production ou l'offre, et la demande globale. Et la demande globale, qu'est-ce que c'est? C'est les dépenses de consommation par les individus, les dépenses d'investissement par les ménages, consommation par les ménages, investissement des entreprises, pour faire simple, et les dépenses publiques, c'est-à-dire les commandes publiques aux entreprises privées. Et donc, eh bien, pour analyser cette courbe IS, on va analyser chacune de ces composantes. Donc, on va commencer par la plus simple. Et la plus simple, c'est G, les dépenses publiques. Pourquoi c'est la plus simple? Parce que les dépenses publiques sont considérées comme exogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que exogène, c'est extérieur. Et exogène, ça veut dire que les dépenses publiques sont déterminées à l'extérieur du système. C'est-à-dire ce n'est pas au système, à l'équilibre des équations, à l'équilibre économique, de déterminer quel va être le montant de G. Le montant de G, il est déterminé par des décisions qui sont à l'extérieur de l'analyse économique, c'est-à-dire des décisions politiques. Donc on va prendre la valeur de G telle qu'elle nous est donnée. Telle année, G sera à tel montant parce que il y a eu telle décision qui a décidé que tel budget de l'État serait de tel montant, et puis telle année, ce montant changera. D'accord? Donc on les prend comme elles viennent. Par contre, on a deux autres variables, la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, qui, elles, dépendent des deux déterminants principaux, des deux variables principales qu'on analyse dans ISLM, c'est-à-dire, je vous le rappelle, le taux d'intérêt et le revenu. Donc, la consommation et l'investissement vont dépendre tour à tour du revenu et du taux d'intérêt. Alors, on va commencer par la fonction de consommation. Donc, la fonction de consommation, c'est une fonction qui est proprement keynésienne. Je vous rappelle que ISLM, c'est fondamentalement keynésien. Le but du jeu, c'est d'essayer de traduire Keynes dans un langage graphique et mathématique. J'ai pas le temps ici de refaire un cours complet sur Keynes en tant que tel. Là, je ne fais qu'un cours sur Keynes interprété dans ISLM. Pourquoi elle est keynésienne? Parce que c'est une fonction du revenu national uniquement. Une des différences entre Keynes et les néoclassiques dans la fonction de consommation, c'est que Keynes considère en général que la fonction de consommation est dépendante du revenu, les agents dépensent une fraction de leur revenu, alors que les néoclassiques ont tendance à, je le mets à côté, néoclassique, NC, les néoclassiques ont tendance à penser que la consommation est une fonction du taux d'intérêt, puisque si le taux d'intérêt augmente, les individus vont épargner. Il y a un choix entre l'épargne et la consommation qui se fait d'abord, alors que Keynes pense que le choix entre l'épargne et la consommation, il se fait en fonction du revenu des individus. Donc dans ISLM, on retrouve cette fonction de consommation keynésienne qui dépend du revenu. Elle a une forme, on va pas aller trop en détail dans les maths, mais elle a une forme générale que vous connaissez probablement. Petit c de YD plus C0. Alors, qu'est-ce que c'est que C2, C0, je le mets dans une autre couleur peut-être. Alors, si on la lit comme ça, on nous dit quoi? On nous dit que les individus consomment une fraction de leur revenu disponible, et puis il y a une partie de leur consommation qui ne dépend pas du revenu disponible. Donc, la partie qui ne dépend pas du revenu disponible, celle-ci aussi, vous voyez, on la prend comme elle vient, on la prend comme une donnée, elle est exogène. Elle dépend de choses qui sont extérieures au système, elle dépend de choses qui sont relativement constantes dans le temps. Peut-être le patrimoine des ménages. Cette consommation-là, c'est zéro qui est exogène, on l'appelle consommation autonome. Voilà, autonome. Vous trouverez des cours dans lesquels on vous dit que cette consommation, c'est la consommation incompressible. J'aime pas tellement ce terme d'incompressible, mais on la trouve dans les cours. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que si le revenu est nul, les individus consomment quand même. Bon, ce qui est vrai, mais c'est pour ça que ce serait incompressible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre choix que de consommer même s'ils ont un revenu qui est égal à zéro. C'est un terme qui est pas très joli parce qu'en réalité, la probabilité que le revenu national soit nul, elle est nulle. C'est-à-dire que c'est impossible que le revenu national soit nul. Et donc, l'idée, si vous voulez, de la consommation autonome, c'est de dire que à un moment donné, vous allez avoir une courbe de consommation qui est comme ça. Votre niveau de consommation ici, votre revenu ici. La consommation autonome, ça nous dit quoi? Ça nous donne l'ordonnée à l'origine, en fait. Ça, c'est C0.
Et ça nous dit donc effectivement, si on a un revenu qui est égal à 0, on sera en ce point-là. Donc on sera pas à 0, ça part pas de l'origine du graphique, mais ça part d'un point un peu plus haut. Mais si vous voulez, l'intérêt c'est quand même simplement d'expliquer que quand on est là, quand la consommation c'est celle-ci, c'est A pour un revenu YA, vous avez une partie qui dépend du revenu et une autre partie qui dépend d'autre chose que le revenu, et c'est ce qui explique qu'on est ici et pas ici et pas ici. Donc l'idée c'est de dire voilà, on a un autre paramètre qui nous permet de dire qu'on est on est à ce niveau-là précisément, d'accord? Mais dans le terme consommation incompressible, c'est comme si on considérait que en fait on pourrait être là, on pourrait être dans une situation où le revenu est nul. Or, on n'est jamais dans une situation où le revenu est nul. Ça nous permet simplement de dire, la courbe, elle est plutôt haute à ce niveau-là, parce que les individus consomment autre chose en plus que leur revenu, et elle n'est pas basse comme ça ou haute comme ça. Voilà à quoi sert cette idée de consommation autonome. Mais c'est pas le plus intéressant évidemment de la fonction de consommation. Le plus intéressant de la fonction de consommation, c'est ces deux variables. Alors, d'abord, ce petit c là, cette fraction, il est compris entre 0 et 1. Et on l'appelle propension marginale à consommer. Donc propension marginale à consommer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que marginal, quand j'ai une petite augmentation du revenu, quelle est la part, d'accord? Quelle est la part de cette augmentation du revenu, augmentation delta, c'est juste une notation pour dire il y a une augmentation du revenu. S'il y a une augmentation de revenu, si je gagne 50 € en plus, quelle part de ces 50 € je consomme? Donc, c'est une fonction de consommation keynésienne dans ISLM, donc la propension marginale à consommer est constante. Vous verrez dans ASAD en particulier, quand on compare vraiment avec les classiques, les néoclassiques, que la propension marginale à consommer n'est pas constante chez les néoclassiques, c'est une source de débat important. Chez Keynes, la propension marginale à consommer est constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus consomment toujours la même fraction de l'augmentation de leur revenu. Donc quand j'ai plus 100 €, ma propension à consommer c'est 80% ou 0,8, alors je vais varier ma consommation, delta C, augmenter ma consommation de 0,8 fois 100 €, c'est-à-dire 80 €. Donc c'est ça que ça nous dit la propension à consommer. La propension marginale à consommer, c'est quelle est la part de l'augmentation du revenu qui va être consommée par les ménages. Cette propension à consommer, si vous avez vu la vidéo sur le multiplicateur, sinon je vous donne le lien pour la regarder, c'est ce qui nous permet de nous donner la force et l'importance du multiplicateur, puisque le multiplicateur, delta Y, c'est égal, je vous rappelle, à 1 sur 1 moins petit c, la propension marginale à consommer. Donc plus la propension marginale à consommer est forte, plus l'effet multiplicateur est fort. S'il y a une variation d'investissement, de la consommation autonome ou des dépenses publiques, donc toute variable exogène en fait, de toute variable autonome, eh bien s'il y a une variation, s'il y a un changement de ces dépenses-là, il y a un effet multiplicateur, et cet effet multiplicateur il est d'autant plus fort que l'augmentation du revenu, ce delta Y là, l'augmentation du revenu, eh bien est fortement consommée. Ok, donc on va juste réécrire la fonction de consommation, on a Y égale, on a la propension marginale à consommer, donc on consomme une fraction du revenu disponible, plus c'est 0. Maintenant, intéressons-nous à cette idée de revenu disponible. Qu'est-ce que c'est que le revenu disponible? Bon, le revenu disponible, c'est en fait le revenu moins les impôts. Parce que, avant même de consommer, l'individu doit payer des impôts. Et là, je vous fais référence au circuit économique. Vous avez les entreprises, les ménages. Les entreprises donnent le revenu aux ménages. Le revenu circule chez les ménages. Il y en a une partie qui part dans les impôts. Il y en a une partie qui part dans l'épargne. Et ce qui reste part dans la consommation. Donc forcément, si on consomme après avoir payé les impôts, eh bien, dans votre formule, vous devez d'abord retirer les impôts du revenu avant de consommer. Donc, ce revenu disponible, c'est le revenu après impôt, Y moins grand T. Et là, on a deux approches mathématiques, deux représentations mathématiques. On a une formalisation où l'impôt est constant. Un impôt constant, ça s'appelle une taxe forfaitaire. Comme un forfait, vous payez le même montant chaque mois. Forfaitaire, ça c'est un R. Je vais mettre un R comme ça. Ou alors, l'impôt, petit b, l'impôt est progressif. Et dans ce cas-là, si l'impôt est progressif, on a une fraction, c'est une fraction du revenu. C'est-à-dire, plus je gagne du revenu, plus je paye des impôts. Par exemple, l'impôt progressif, c'est quoi? C'est, je paye 15% de mon revenu. Donc, on a deux solutions. Deux situations. Une situation en bleu ciel, où T est constant. Donc si T est constant, T égale T0. Et dans ce cas-là, ma fonction de consommation devient, on réécrit, Y est égal à petit c de grand Y moins T0, puisque l'impôt est constant.
plus C0. Donc, si je développe, j'ai une fonction de consommation qui me donne Y égale la propension à consommer fois le revenu, d'accord, moins la propension à consommer fois T0, donc je distribue le C, plus C0. Donc ça, c'est dans la situation petit a, où l'impôt est forfaitaire. Si l'impôt est progressif, la fonction de consommation est un petit peu différente. On va, dans la situation B, on va avoir Y égale... oula, mais j'ai fait une erreur. C'est pas Y depuis tout à l'heure. Hein. On parle de la consommation. Voilà, consommation. Eh oui, j'ai fait une erreur. Alors, donc la consommation, si jamais l'impôt est en fait une fraction du revenu, donc un petit t fois Y, par exemple, pas moi, 20%. Donc petit c de quoi? Bah, du revenu, moins les impôts. Mais au lieu d'avoir t, on va avoir donc une fraction du revenu, voilà, plus C0. Donc la fonction de consommation keynésienne devient propension à consommer que multiplie. Donc là je distribue CY moins, alors vous voyez, propension à consommer plus fraction du taux plus taux d'imposition fois revenu. Donc CY moins C de TY. C'est le petit c de la propension à consommer. CTY, grand Y, plus C0. Voilà. Donc on a deux approches en fonction de ce que vos cours donnent. Ça dépend des profs, ça dépend si on veut aller dans le détail ou pas. Vous avez même des cours. Alors on a même des cours dans lesquels il n'y a pas d'impôt. Mais c'est assez peu probable qu'il n'y ait pas d'impôt parce que comme il y a des dépenses publiques, là on va faire le cas quand même où il y a des impôts. Donc vous avez deux approches, où l'impôt est forfaitaire, où l'impôt est progressif. C'est pas très difficile, hein, il suffit de distribuer dans une équation. Mais ça va vous donner deux types différents d'approches d'ISLM. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que il y a beaucoup d'approches différentes d'ISLM. Vous pouvez toujours intégrer des paramètres différents. Donc, en fonction des cours que vous avez, vous aurez jamais la même présentation dans une université, dans un cours que dans une autre. Ça dépend du choix en fait du prof d'aller dans le détail, c'est-à-dire de mettre un impôt progressif, etc. Ou alors de faire quelque chose de simple. Donc là, j'essaie de couvrir tout, mais c'est pas nécessairement facile. Donc, dernière partie, l'investissement. L'investissement, c'est une fonction du taux d'intérêt. En réalité, c'est une fonction de deux choses. C'est une fonction des anticipations des entrepreneurs, les esprits animaux selon Keynes. Mais ces anticipations-là, encore une fois, elles sont exogènes. Par contre, ce qui est intérieur au système, on a dit, hein, c'est les variables qui sont déterminées par le système. Donc, vous avez, pour la fonction de consommation, en fait, le revenu, qui est la variable centrale. Vous voyez, tout dépend du revenu, en fait. Et puis après, on a des paramètres exogènes, on a des paramètres et des variables exogènes. Mais tout dépend du revenu. Mais alors, pour l'investissement, eh bien, ça va dépendre du taux d'intérêt. D'accord? Donc, l'investissement dépend du taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt augmente, c'est une baisse de la rentabilité de l'investissement. C'est ce qu'on appelle, vous pouvez chercher sur Wikipédia, l'efficacité marginale anticipée du capital. On va pas le faire ici. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de dire, vous êtes obligé, quand on investit, les investisseurs anticipent des bénéfices et anticipent des coûts. D'accord? Et en fait, on compare des coûts qui sont des coûts aujourd'hui. Donc ça, c'est l'explication compliquée. L'explication compliquée, c'est de dire, on a des coûts aujourd'hui. Et ces coûts aujourd'hui, eh bien, il faut les comparer avec les bénéfices qui sont attendus, donc anticipés, demain. Donc vous voyez que l'anticipation c'est important parce qu'on fait des estimations sur les bénéfices. Donc si les anticipations changent, les bénéfices vont changer et la rentabilité de l'investissement n'est plus la même. Mais si on veut juste s'intéresser au rôle du taux d'intérêt, les bénéfices anticipés, comme ils sont attendus demain, ils sont pas attendus aujourd'hui, hein, puisqu'on va vendre demain et après-demain, comme ils sont attendus demain, il faut exprimer des bénéfices dans la même unité monétaire que les coûts qui sont dépensés aujourd'hui. C'est ça l'efficacité marginale anticipée du capital. C'est simplement un calcul de valeur actuelle nette. Alors là encore, on le fait pas en détail, mais l'idée fondamentale, c'est de dire voilà, j'ai des bénéfices demain et après-demain. Comment je les exprime en valeur d'aujourd'hui? Eh bien, j'actualise. C'est la notion d'actualisation. Et cette notion d'actualisation, en fait, elle part du principe que mettons, que j'épargne X euros aujourd'hui, combien ça me fait d'euros demain? Eh bien, si j'épargne X euros aujourd'hui, je vais avoir X plus le taux d'intérêt multiplié par X demain. Vous voyez? Donc, si j'épargne X euros aujourd'hui, je vais avoir X multiplié par 1 plus R euros demain. D'accord? Si je mets ça à la banque. Et c'est ça, en fait. Vous voyez que quand on compare aujourd'hui et demain, l'idée fondamentale, c'est que le taux d'intérêt rentre en jeu. Donc si je veux comparer, imaginons que j'anticipe gagner 100 euros demain, d'accord? Si j'anticipe gagner 100 euros demain,
Mais je dépense 90 € aujourd'hui. Est-ce que c'est rentable? C'est ça la question que posent les investisseurs. Est-ce que c'est rentable? Eh bien, il faut comparer ces 90 € aujourd'hui aux 100 € de demain. Comment on fait? On va convertir les euros de demain en 90 € aujourd'hui. Et pour ça, eh bien, je divise, au lieu de multiplier comme j'ai fait pour passer d'aujourd'hui vers demain. Quand je passe de demain vers aujourd'hui, eh bien, au lieu de multiplier par 1 plus R, je vais diviser par 1 plus R. Je fais l'opération inverse pour convertir de demain à aujourd'hui. Donc, je vais faire 100 divisé par 1 plus R égale, alors si le taux d'intérêt est imaginons que le taux d'intérêt est de 2%, ça me fait 98, à peu près, 98 €. Et j'ai en valeur d'aujourd'hui, donc en valeur actualisée, là j'ai actualisé. Et donc ces 90 € aujourd'hui se comparent aux 98 € aujourd'hui, se comparent aux 90 € dépensés aujourd'hui. Je fais un gain de 8 € en valeur d'aujourd'hui. Et donc mon investissement est rentable. Mais si jamais le taux d'intérêt devait augmenter, c'est ça l'idée qu'on a. L'idée qu'on a, c'est l'investissement, c'est une fonction du taux d'intérêt. Donc qu'est-ce qui se passe si le taux d'intérêt augmente? Si le taux d'intérêt augmente, j'ai divisé par quelque chose de plus grand et donc cette valeur aujourd'hui va baisser. Donc mes bénéfices actualisés ou les cash flows actualisés diminuent. Et donc je vais moins investir, ou il y a des projets d'investissement qui seront moins intéressants. Donc l'investissement est une fonction décroissante. C'est une fonction décroissante du taux d'intérêt parce que quand le taux d'intérêt augmente, les bénéfices attendus et actualisés du projet diminuent et donc il y a des projets d'investissement qui ne seront pas financés, donc l'investissement diminuera. Une autre manière de le dire, c'est de dire si le taux d'intérêt augmente, le coût de l'emprunt évidemment augmente, mon coût d'opportunité augmente. Mais la raison, on va dire analytique, c'est celle-ci. Elle est liée à l'actualisation. La valeur des bénéfices anticipés demain et après-demain diminue quand le taux d'intérêt augmente, alors que quand le taux d'intérêt baisse, la valeur anticipée augmente de mes bénéfices et donc mes bénéfices dépassent les coûts. Plus d'investissements seront faits.